Salut à tous et à toutes. Bienvenue sur Tempo Afrique TV, la télévision numéro 1 de la diaspora. Nous sommes aujourd'hui dans l'émission Afrique pour les Africains. Comment retourner l'Afrique aux Africains? Comment redonner l'Afrique aux Africains? Alors aujourd'hui, le sujet se porte sur le retour à Tombouctou, donc à nos sources, face aux 54 pays de l'Afrique, si j'ai bonne mémoire. Alors j'ai ici avec moi mon confrère de grand débat, M. Serge Nyawa, qui va m'aider à interroger M. Mawena Rodrigue aujourd'hui pour voir plus d'éclaircissements et des solutions sur comment retourner sur nos sources. Alors, monsieur Serge Nyawa, bonsoir. Alors, mon cher Atisso, merci de m'avoir invité à votre émission. Ça a été réellement un honneur pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Et je dis tout simplement merci à notre ami Mawena d'être avec nous et répondre quand même à nos doléances pour que nous allions réellement à Tombouctou. Alors, bonsoir monsieur Rodrigue Mawena. Bonsoir Atisso, bonsoir à la technique et bonsoir aux téléspectateurs de Tempo Afrique TV. Merci monsieur Mawena. Nous saluons également monsieur Marcel Kodi qui nous suit régulièrement sur Facebook. Je sais qu'il nous suit. À toi monsieur Marcel, bonsoir. Et je vous assure que la technique de cette émission est assurée par monsieur Malik Sall. Alors, chers téléspectateurs de Tempo Afrique TV, fidèles téléspectateurs de l'Afrique aux Africains, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous savons que l'Afrique, comme je le dis chaque semaine, et je vais encore le répéter, l'Afrique est aliénée, l'Afrique est occupée, l'Afrique a connu l'esclavage. Maintenant, l'Afrique connaît une autre domination avec l'entrée aussi en jeu des Chinois. Alors, pour récupérer l'Afrique de tous ces malfaiteurs et le retourner aux Africains, Tempo Afrique TV nous propose cette émission, l'Afrique aux Africains, pour donner des solutions aux différents pièges qui peuvent arriver sur le retour à nos sources. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, nous allons parler comment organiser le retour sur nos sources face aux 54 États de l'Afrique. Et aussi, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des groupes de séparatistes sur toute l'étendue de l'Afrique, en commençant par l'ancien, le Front Polisario, le Mali, le Congo, le Cameroun. Et aujourd'hui, on nous dit qu'il y a des séparatistes au Ghana pour Togoland. Alors, M. Rodrigue Mawena, comment organiser le retour à Tombouctou, comme on le surnomme, face à ces 54 États, quand on sait que 54 pays, c'est 54 présidents, 54 constitutions, 54 drapeaux, 54 armées. Comment organiser le retour à Tombouctou face à toutes ces entités? Monsieur Rodrigue Mawena. Oui, d'abord, je dirais que l'Africain doit se mettre dans la tête que les 54 États, les 54 pays, les 54 drapeaux dont vous venez de mentionner les noms ne sont pas une propriété africaine. Donc la première des choses, c'est que nous devons nous effacer ces choses de la tête. Puisque c'est dommage que nous suivons, et je dirais, je ne vais pas trop être dur, mais quand même le mot, il faut que je prononce ce mot. J'ai comme l'impression que nous suivons bêtement c'est-à-dire le chemin qu'on nous trace. Puisque l'Occident n'avait pas voulu donner l'indépendance aux Africains. Ils avaient été contraints. Mais très tôt, ils ont trouvé une solution à cette indépendance-là. Et cette solution-là, c'est de confirmer la division qui avait été accomplie à Berlin. Sur le partage de l'Afrique. Bismarck. Puisque quand ils avaient ils ont partagé les États, ils n'étaient pas indépendants. Donc,
et on suppose que lorsqu'on veut les Africains veulent l'indépendance, maintenant on allait laisser l'Afrique à elle-même. Donc il y aurait peut-être des unions. Mais très tôt, ils ont compris que si on les laisse comme ça, ces gens peut-être vont se regrouper et ils deviendront une force. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut confirmer maintenant la conférence de Berlin en donnant les indépendances individuelles, en donnant des drapeaux individuels, en confirmant les noms qu'ils ont donnés au pays. Donc, les Africains n'ayant pas fait un travail de base, ont cru qu'on leur donnait la liberté. Et après avoir très rapidement sauté les quelques clairvoyants présidents qui étaient là, ils ont maintenant confirmé la balkanisation de l'Afrique. Donc, je dirais que d'abord, les Africains doivent faire un examen de conscience, s'effacer ces noms, ces drapeaux de la tête. Et lorsque nous disons cela, les gens pensent que c'est impossible. Il n'y a rien d'impossible. C'est parce alors, que monsieur Rodrigue, comment procéder? Justement, et c'est ce que je suis en train de dire, que la première des choses, c'est que nous devons nous dire que ces choses ne nous appartiennent pas. On doit les refouler. On doit les refouler. Par exemple, les indépendances. C'est-à-dire, c'est des trucs qu'on ne doit pas faire, selon moi. On ne doit pas participer. Parce que si nous voulons une Afrique unie, parce qu'une chose est claire, l'Afrique sera forte si et seulement si elle est unie. Mais si nous voulons une Afrique unie et nous brandissons ces 4 drapeaux, et chacun voudrait quand même défendre sa patrie, chacun se dit qu'il est patriote par rapport à son pays, quand est-ce qu'on va bâtir une Afrique unie? Et la vraie question aussi, c'est que les pays que nous défendons, ce ne sont pas nous qui les avons créés. Nous ne les avons pas créés, mais pourquoi on les défend? Pourquoi on défend ces pays? Pourquoi on dit que non, que le Togo? Qui aujourd'hui au Togo me dira qu'il connaît quand les Allemands donnaient ce nom-là, la chambre dans laquelle ils étaient réunis, l'idée qu'ils avaient eue pour donner ce nom? Personne. Aujourd'hui, on défend corps et âme ce nom-là. Bon, pour le Togo précisément, j'avais appris que les Allemands ont demandé ceux qui sont à l'autre rive de la rivière, comment on les appelle, ils disent qu'ils sont les Togo de Tor. De l'autre côté aussi, ils allaient demander qui sont là-bas, ces gens qui sont là-bas, comment est-ce qu'on les appelle? On dit Togo de Tor. Donc les Allemands ont coupé court pour donner le nom Togo. Mais bon, je ne sais pas si c'est vrai. Ok, même si c'est vrai, supposons que c'est vrai. Supposons que c'est vrai. Ça vient toujours des Allemands. Est-ce que c'est les gens qui ont dit que Togo de Tor qui ont donné le nom Togo? Non. Pourquoi on n'a pas dit que le nom c'est Togo de Tor? Et qu'ils ont coupé que c'est Togo. Ça veut dire que c'est une propriété. C'est eux qui ont fait. Ce n'est pas les Togolais qui ont fait. Donc, les Africains doivent commencer par rejeter ces drapeaux-là. C'est dommage. C'est difficile à comprendre. Mais si nous faisons nous faisons un lavage de cerveau personnel, individuel, à chaque niveau, on comprendra que ces choses ne nous appartiennent pas. Et tant qu'on sera accroché, lié à ces choses, on ne va jamais être unis. Et on ne fait que le combat de l'Occident à sa place. Puisqu'il nous a mis sur le chemin et ils s'en vont croiser les bras, puisqu'ils préparent d'autres choses. Lorsque vous vous contentez, vous vous réjouissez du Togo, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, etc., le blanc prépare d'autres contre-attaques contre vous. Justement. Et c'est pour ça que vous verrez que d'événement à événement, d'organisation à organisation, ils créent des choses en Afrique qui ne réussissent, qui n'évoluent jamais. Et quand ils disent ceci aujourd'hui, tous les Africains sautent là-dessus et on se rend compte à la fin que ce qui nous envoie là, c'est pas bon. On saute sur une autre chose. Et si je prends les 60 dernières années, regardez le parcours de l'Afrique. Quelle expérience l'Afrique n'a pas faite? L'Afrique a fait presque toutes les expériences durant ces 60 ans et ça n'a pas marché. C'est pour mettre une parenthèse, c'est pour vous dire aussi que cette soi-disant de démocratie qu'ils nous ont donnée, ils savent que c'est faux. La démocratie n'existe pas. Ça n'existe pas. Si et seulement si elle est démocratie africaine, qui est une démocratie consensuelle pratiquée au temps de l'Empire mandingue, si c'est cette démocratie qui se fait sous l'arbre à palabre, là on peut parler de démocratie. Mais s'il s'agit de cette démocratie libérale, occidentale, qui oppose le parti au pouvoir, au parti d'opposition, et l'Occident elle-même se met quelque part
comme arbitre. Arbitre. Lorsque il y a un problème, on finance l'opposition pour bousculer le pouvoir. Et on dit au pouvoir que bon, voilà, les gens là, ils te bousculent. Si tu ne nous donnes pas ce qu'on veut, bon, on va te laisser tomber. Donc le pouvoir fait tout, il remet tout entre les mains de l'Occident. Et l'Occident soutient le pouvoir face à l'opposition. Et qu'est-ce qu'ils font? Des fois, lorsque les peuples africains se lèvent, et on sent que, non, que ces peuples sont vraiment décidés à en finir avec le régime, qu'est-ce qu'ils font? Ils se retirent un peu et ils voient que leurs hommes vont tomber. Ils pensent sur cette population-là. Et la population africaine, étant tellement naïve, se disent que, oh, voilà, la France est pour nous, la communauté internationale est pour nous. Mais qui a placé ces présidents? Nous tous en Afrique, on sait que c'est la communauté internationale qui place ces gens. Bon, maintenant, quand nous allons négocier avec la communauté internationale, que ces gens sont en train de nous maltraiter, qu'est-ce que nous cherchons en réalité? Zéro. C'est comme si, c'est comme l'histoire de la Bible, où on dit que les enfants d'Israël ont fui l'Égypte pour aller à Canaan. Les gens ont oublié que pendant cette période, Canaan était une province de l'Égypte. Il y avait des gardes pharaons, c'est les pharaons qui géraient Canaan à l'époque. Donc quand on me dit que les Égyptiens ont fui l'Égypte pour aller à Canaan, c'est comme ils ont fui l'Égypte pour aller en Égypte. C'est ça. Donc c'est ce que les Africains sont en train de faire en allant négocier leur survie chez l'Occident. Qui a placé ceux qui les méprisent. Voilà. Alors, merci Monsieur Mawina. Je voulais juste rappeler à nos fidèles téléspectateurs que vous pouvez participer à cette émission en composant tout simplement le numéro qui passe sur votre écran. Alors, et je voulais aussi toutefois rappeler que certains pays de l'Afrique ont changé leur nom d'origine. Quand on voit que le Zimbabwe était la Rhodésie après l'indépendance, Robert Mugabe avait changé le nom. Aussi, quand on voit qu'il y avait un pays en Afrique qui s'appelait le Zaïre aujourd'hui, appelé République démocratique du Congo par Laurent Désiré Kabila. Alors, Monsieur Nyawa, vous avez vu les explications de Monsieur Rodrigue. Est-ce que vous avez noté des zones d'ombre que vous allez demander à M. Rodrigue d'éclaircir, ou bien est-ce que vous avez des questions précises à poser à M. Rodrigue Mawina? Merci donc à mon cher Atisso. Merci aussi à Mawina qui a quand même fait un exposé un peu lumière. Un exposé, mais il va falloir que nous allions réellement à Tombouctou. Mais de passage, je voulais remercier à nos amis de Facebook qui nous regardent actuellement, à commencer par Bamba Meyer, Marcel Codier depuis l'Irlande. Marcel, comment ça va? Vous pouvez toujours poser vos questions ou bien vous pouvez nous amener vos questions via Facebook et ensuite on pourra quand même les poser. Merci aussi à nos amis merci Ousken, Christian Ezekeke, Oscar Zoumon, et puis Atsu Kossi Voulé. Alors, revenons rapidement sur ce plateau. Alors, Mawina, merci encore une fois de plus. Merci, Monsieur Nyawa, voilà. pour... Voilà. Alors, Mawina, nous avons une inquiétude aujourd'hui pour retourner à Tombouctou. Le système, on a coupé avec le système. Vous nous avez dit comment il faut couper avec le système. Il faut aussi, vous avez parlé de la mondialisation et puis la globalisation qui sont vraiment des thèmes qui embrouillent aujourd'hui l'Africain parce que ce sont des thèmes d'impérialisme. Il y a aussi, comme l'a dit mon cher Tissot, 54 pays africains. Alors nous avons devant nous 54 pays africains, 54 drapeaux, deux grandes religions, le christianisme et puis l'islam. Et puis, encore une fois de plus, la domination de l'Afrique qui reste encore sous occupation. Alors, Mawina, nous avons 54 pays africains. Nous voulons faire un retour à Tombouctou, comme on l'a dit, le retour à nos sources. Mais on a un peu de l'inquiétude dans la mesure où, comme vous l'avez toutefois parlé de la balkanisation de l'Afrique, l'Afrique ne nous appartient pas. Et puis, il y a des choses qui ne nous appartiennent pas. On ne doit pas aller régler aussi nos problèmes ou bien négocier, comment on appelle, ce retour. Mais Mawina, quelles sont les stratégies aujourd'hui que nous devions mettre ensemble pour aller à Tombouctou? Parce que
on a de l'inquiétude, beaucoup d'inquiétudes face aux 54 pays africains aujourd'hui? D'abord, il y a quelque chose que nous appelons la conscience raciale. Et nous devons comprendre une chose, c'est que la race noire, d'une manière générale, est en guerre. C'est-à-dire, on livre une guerre terrible à la race noire, sur tous les plans. Ça, si les Africains ne se mettent pas cela dans la tête... Monsieur Rodrigue, est-ce que vous pouvez expliquer mieux pour que nos auditeurs comprennent davantage? Oui, la race noire, d'une manière générale, si je veux parler de la race noire d'une manière, c'est-à-dire partout où nous sommes, nous avons des problèmes. Donc, c'est... Depuis la nuit des temps. Oui, pas depuis la nuit des temps. Pas depuis la nuit des temps. Depuis que les Sémites, l'Occident a pris le pouvoir. Puisque l'Égypte a dominé le monde en totale autarcie durant plus de, je crois, 5000 ans. On n'a pas vu tout ce que nous voyons aujourd'hui. Donc, nous allons comparer, c'est-à-dire aujourd'hui, les puissances qui prennent le contrôle de ce monde. Regardez ce qu'ils sont en train de faire de ce monde. Donc, et avant de faire tout ça, il va falloir qu'ils dominent l'homme noir qui avait la maîtrise de toutes les techniques, qui était le parent comment l'appelle-t-on, de la civilisation. Donc une guerre est livrée à la race noire. Bien sûr, une guerre entière est livrée à la race noire. Okay. Et nous devons nous mettre cela dans la tête. Et lorsque nous parlons du thème Afrique aux Africains, il y a un auteur que je considère comme l'un de nos ancêtres, nos génies, qui est même, que je peux considérer même que je peux mettre au niveau des pharaons même, qui s'appelle Marcus Garvey. C'est lui qui a parlé premièrement de l'Afrique aux Africains. Marcus Garvey. Marcus Garvey. Donc, il est noir américain, je crois qu'il est de la Jamaïque, mais il était aux États-Unis ici. Donc, c'est lui qui parlait de l'importance de la conscience raciale. Donc, il a parlé il a dit quelque chose dans son livre, et une petite citation qui est un peu longue que je vais essayer de lire ici. Il disait ici que si seulement 400 millions de Noirs apprenaient seulement à se connaître, comprenaient qu'en eux réside un pouvoir divin, un pouvoir souverain, une autorité absolue, dans les 24 heures qui suivraient, nous aurions une race transfigurée, une race nouvelle, une nation nouvelle, un empire nouveau, ressuscité non pas par la volonté des autres de le voir revivre, mais par la propre détermination, mais par sa propre détermination à s'en sortir, et que le monde le veuille ou non, cette race triomphera. C'est 400 000, il parle de 400 000. Il dit si seulement 400 millions d'Africains. 400 millions, ok. Si seulement 400 millions d'Africains apprenaient à se connaître. Parce que le problème majeur, c'est quoi? La race noire a été aliénée. Non seulement on a été aliéné, on nous a mis dans un système d'autophobie. Autophobie qui voudrait dire que nous avons la haine de nous-mêmes. Nous ne savons plus que nous sommes une race de rois. Nous sommes une race supérieure. Et c'est parce que l'Occident compte sur notre ignorance. L'Africain a été tellement mis dedans que l'Africain est devenu ignorant de tout. Nous avons perdu premièrement, à partir de la religion, nous avons perdu notre religion. Nous avons perdu ensuite en sciences. Nous avons été battus en sciences. Nous avons été battus, comment l'appelle-t-on, au niveau des institutions. Monsieur Rodrigue, si jamais on fait un retour réel en Afrique, sinon à Tombouctou, sinon à nos sources, est-ce que vous croyez qu'on ne va pas se retrouver?
Oui, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut me laisser aller au bout, sinon vous n'allez pas comprendre ce que je suis en train de dire exactement. Mais on Vas-y. continue Quand- d'attendre vos stratégies. les Oui, stratégies. oui, quand je parlais de... Quand j'ai mis un peu là où on a perdu, là où l'Afrique a chuté, quand j'ai essayé d'amener ce côté, c'est pour montrer en réalité que si nous ne comprenons pas, nous ne faisons pas, comment l'appelle-t-on, une analyse pour voir les points qui ont fait que l'Afrique a chuté, on ne peut pas revenir facilement. C'est ça. Ça, C'est- c'est Donc, incontestable. nous devons savoir Connaître les problèmes. pourquoi avant de les nous avons résoudre. chuté, pourquoi nous avons échoué. Donc le retour n'est pas réellement tout de suite. C'est- À vous ouais, comprendre. ce n'est pas le problème Non, aussi. il va aller. Non, le problème aussi. Laissons monsieur. Non, Mohamed ce évoluer. que Monsieur Nyawa dit est très important. Le problème aussi avec l'Africain, c'est ça. On nous a mis dans un système de développement. Je vous ai toujours dit que ce système de développement, c'est ça qui fait croire à quelqu'un qu'il est en retard. Et lorsque tu as en tête que tu es en retard, l'instinct automatique, c'est qu'il faudrait que je me rattrape. Il faut lutter. Donc, automatiquement, tu te sens en retard quand tu penses que l'autre est développé. Voilà. Ce combat, ce n'est pas un combat d'aujourd'hui. J'ai toujours dit que nous ne sommes plus l'objet, l'intérêt de ce combat. Mais ce combat, l'intérêt de ce combat, c'est les générations futures. Futur. Bien sûr. Donc, si nous nous disons que nous sommes en retard et que, bon, on n'a qu'à rester avec nos oppresseurs pour s'en sortir, c'est qu'on ne va jamais s'en sortir. Parce que nos oppresseurs ont conçu le système pour nous mettre en Nous esclavage. oppresser. Vous voyez, ils ont conçu le système pour nous mettre en esclavage, pour nous dominer. Parce que si et seulement si, le jour où l'Afrique sortira de cette domination, c'est que l'Occident est tombé. La preuve, c'est que toutes les richesses, c'est en Afrique aujourd'hui. Oui. Et quand ils nous disent qu'ils nous ont donné la démocratie pour qu'on s'en sorte, depuis qu'ils nous ont donné la démocratie, on s'est en sorti? Non. C'est comme on a l'impression qu'on va de mal en pire. De mal en pire, voilà. Vous voyez. Donc, si nous, les Africains, nous faisons un examen de conscience, on se pose des questions, on verra que, mais est-ce que vraiment ce que les gens là nous proposent va nous aider? Si ça allait nous aider, au moins on allait voir une lumière quelque part. Mais l'horizon est totalement noir. Et maintenant, on nous plonge dans un autre système qui s'appelle la globalisation pour que tout le monde puisse regarder dans la même direction. Direction. Et maintenant, dans cette même direction-là, quels sont ceux qui dirigent? C'est le capitalisme, c'est l'impérialisme qui donne la direction et tout le monde suit. Et l'Africain, en étant dans cette ligne-là, ne peut jamais se retrouver. Puisque l'objectif, c'est que l'Africain reste dans l'ignorance pour qu'on puisse continuer par l'oppresser, l'exploiter et le dominer. Donc si l'Africain reste dans cette ignorance-là, c'est facile pour l'Occident de manipuler. Alors, si on sort de cette ignorance-là, on comprendra en même temps que les 54 pays, les 54 drapeaux ne sont rien. Non seulement ne sont rien, constituaient plutôt un obstacle À notre développement. à notre développement. Parce qu'aujourd'hui, regardez sur le plan mondial, quelles sont les entités qui sont puissantes? C'est toujours les regroupements. Les regroupements. Quand vous voyez les États-Unis, vous voyez aujourd'hui la Chine qui devient une puissance, mais L'Empire, vous voyez, comment l'appelle-t-on, les alliances qui se forment, l'Union européenne, etc. Qu'est-ce que le Bénin, par exemple, fera devant la Chine? Ou bien les États-Unis? Rien. Ou bien l'Union européenne? Ce n'est qu'une goutte d'eau dans la Voilà. mer. Donc, ils ont compris que lorsque les pays africains sont individuels, restent individuellement, ils ne peuvent rien faire contre nous. La seule chose qu'on doit éviter, c'est que ces pays soient ensemble. Si jamais ils sont ensemble, qu'est-ce qui va empêcher l'Afrique d'avoir une nucléaire? Puisque nous avons tous les matériels. On a tous chez les nous. matériels. Et aujourd'hui, Et le cerveau le aussi. nucléaire est devenu le top. Quand tu as le nucléaire, tout le monde a peur de toi. La preuve, la Corée du Nord est là, les États-Unis ont peur. C'est ça. Ils ont peur de la Corée du Nord. Ils ont encore fait des lancements. Ouais, ils ont peur. semaine Parce que dernière. tu penses que le Togo ou bien le Bénin va discuter avec Donald Trump qu'ils ne veulent pas faire ce que les Américains disent de ne pas faire? Non. Jamais. Jamais. Ils ne peuvent pas. Mais la Corée dit non. Viens, on va discuter. Pourquoi? La Corée du Nord n'a pas une grande richesse. Non. Mais pourquoi elle s'assoit d'égal en égal avec la Russie, la Chine et les États-Unis pour discuter? C'est parce que le nucléaire est là. C'est ça. Donc,
l'Occident a fait une chose, c'est qu'elle a fait en sorte que qu'aucun pays africain ne sente même l'odeur du nucléaire. C'est pourquoi lorsque l'Afrique du Sud est sortie de l'apartheid, la première des choses qu'ils ont fait, ils ont rapatrié tout le nucléaire très rapidement vers les États-Unis. Donc, je parlais de la conscience raciale. La conscience raciale est primordiale si nous comprenons que la race, parce que pour nos ancêtres, l'ensemble, c'est-à-dire la vie, ma vie personnelle dépend de la vie du groupe. Voilà. Lorsque le groupe est en sécurité, ma vie est en sécurité. Lorsque le groupe est menacé, ma vie est menacée. Donc si la race noire est menacée, ça voudrait dire que nous tous, un à un, nous sommes menacés. On est menacés. Donc si nous pouvons retrouver une conscience de cette race-là qui est menacée, chacun va commencer par réfléchir. Ah, attention, les gens là nous ont placé un piège. Donc il faudrait que nous sauvions la race. C'est pourquoi vous voyez aux États-Unis ici, par exemple, quand un noir bouge dans la voiture, pam, on le saute en même temps. Le même scénario va se passer avec un blanc, on ne va même pas le regarder. Ça se passe tous les jours chez nous ici, on regarde. Bien sûr. Donc, et pourquoi? Ouais, justement, c'est l'exemple que la race est menacée. C'est un exemple palpable qui est devant nous tous les jours. Nous voyons comment on traite les noirs un peu partout. Même dans nos boulots, on voit comment on nous traite. Donc, nous devons comprendre que la race est menacée. C'est clair, c'est des exemples qui sont devant nous, mais la raison pour laquelle nous ne voyons pas ça, c'est parce que nous sommes aliénés. C'est ça. On pense que non, que le blanc est tout, ils sont vérité, ils sont tout. Vous voyez? Donc, si on ne retrouve pas notre être, si on ne retrouve pas surtout notre histoire, parce qu'ils savent qu'en retrouvant notre histoire, on va savoir que, ah, attention, mais ces gens-là, c'est nous qui les avons enseignés. Qu'est-ce qu'on cherche chez eux? Donc, ça voudrait dire que nous-mêmes, on peut se développer sans eux. Sans eux, voilà. Oui, mais je pense que ce que vous dites, nous comprenions. Mais devant tout ce que nous sommes en train de vivre, et nous voulons retourner à Tombouctou, donnez-nous la stratégie qui va nous permettre de retourner à Tombouctou. C'est justement ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas que je vais venir aujourd'hui, on va venir s'asseoir ici, on va dire que bon voilà, il faut faire ceci et retourner à Tombouctou. C'est la question que vous êtes en train de me poser. Mais est-ce que vous, monsieur Nyawa, vous êtes conscient que la race est menacée? Si vous êtes, parce que c'est une conscience individuelle qui fait la conscience collective. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord une mise au point, c'est ce que vous voulez nous dire. D'abord, il faudrait une conscience raciale. Il faudrait que tu retrouves ta conscience. Parce qu'actuellement, nous ne sommes pas nous-mêmes. Hein. Alors, monsieur Rodrigue... Donc, aidez-nous à retrouver cette conscience. Non, oui, mais... Aujourd'hui, l'Africain est en train de regarder. Oui, Maouena est en train de faire un développement, mais il faudrait qu'il nous aide réellement à retrouver nos consciences et aller réellement à Tombouctou, parce que nous voulons aller à Tombouctou. Mais il y a très longtemps que l'Africain rêve d'aller à Tombouctou, monsieur Maouena. Autrement dit, Marcus Garvey a posé le problème. Si aujourd'hui, 400 millions d'Africains est touchés et se reconnaissent, l'Afrique n'allait pas être, ou bien la race noire n'allait pas être ce qu'elle est aujourd'hui. Oui, donc, comment faire pour toucher ces 400 millions Justement, le problème, c'est cette autophobie dont nous parlons. C'est-à-dire que l'Africain d'abord a l'impression qu'il ne peut rien sans l'autre. C'est ça le problème. Justement, si on sait que aujourd'hui, nous, ici, sur le plateau, on sait que la race noire est menacée, et Marcus Garvey nous l'a aussi dit que cette race noire est menacée. Alors, pour retrouver cette notoriété, il propose que si 400 millions d'Africains se reconnaissent qu'ils sont menacés, tout allait changer. Alors, nous, aujourd'hui, nous savons que nous allons commencer par conscientiser nos enfants. Mais en même temps, qu'est-ce que nous, en tant qu'adultes, en tant qu'intellectuels, qui sont conscients de ce qui se passe sur la race noire, qu'est-ce qu'on peut commencer par faire aujourd'hui? Justement, vous l'avez même déjà dit. Puisque vous savez que, je ne dirais pas le noir, l'être humain d'une manière générale, la première des choses, ça donne à sa famille. La famille est préoccupante. Donc la première des choses, c'est l'éducation que nous donnons dans nos maisons, avant que nos enfants n'aillent dehors. C'est ça. Faire comprendre à nos enfants que
ils sont d'une race très importante. Enlever le complexe d'infériorité dans la tête de nos enfants. Déjà, c'est le début. Ce n'est pas en venant... Bon, quand nous utilisons les médias pour quand même partager le message, les gens le prennent aussi. Ceux qui nous écoutent, ils vont commencer par chercher. Et puis, il y a une chose très importante. Je dirais que il faudrait, j'avais noté quelque chose que j'ai vu aujourd'hui quelque part. Je vais voir si je peux retrouver ça rapidement. Et c'est à propos de, comment l'appelle-t-on? À propos des papyrus. Et ça, on disait qu'on devait reprendre, on devait faire tout pour nous reconnecter aux papyrus de nos ancêtres. Vous savez, toute la vérité est là. Toutes les vérités sont là. Vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs ce que vous entendez par papyrus? Les papyrus, ce sont les documents qui ont été volés après que l'Égypte a été attaquée. Après que les pharaons ont été attaqués, ils ont été renvoyés. Vous allez voir que l'Égypte a été attaquée, tout a été volé, les choses ont été pillées en Égypte, tout et tout. C'est pour ça qu'on a voulu toujours faire croire à l'Africain que les Égyptiens étaient des Blancs. Et le colloque du Caire de 1974 a démenti cela clairement. Et maintenant, on joue la politique du silence avec le colloque du Caire. C'est un événement très important. Les gens qui nous écoutent, s'ils n'ont pas une idée là-dessus, allez chercher le colloque du Caire de janvier à février 1974. On a parlé de l'égyptologie d'une manière générale. Et il y avait les grands savants, tous les grands savants du monde étaient là, et qui avaient fait face à Cheikh Anta Diop et Théophile Obenga à l'époque. Donc, les papyrus et, comment l'appelle-t-on, les hiéroglyphes, c'est des trucs que nous devons commencer par chercher à lire. Ça doit être l'objectif pour nous. Les grands historiens qui connaissent ces choses, vous allez voir qu'ils sont marginalisés. Des professeurs comme le professeur Kovi Gomez, des professeurs comme le professeur Motunde, Jean-Philippe Motunde et Lasconi, c'est des grands professeurs qu'il faut écouter. C'est pourquoi vous verrez que sur les médias occidentaux, on ne veut pas les faire passer. Parce qu'ils savent que c'est des gens qui détiennent la vérité. Et lorsque ces gens font leurs conférences, vous ne verrez jamais de contradicteurs. Les Occidentaux, ils se cachent. Ils se cachent tous. Ils ne contredisent pas ces gens parce qu'ils savent que les gens détiennent la vérité. Non seulement ils savent lire les hiéroglyphes, ils possèdent certains des papyrus. Donc, ça dit qu'on ne peut pas les contredire. Si on veut les contredire, le monde entier va savoir qui nous sommes. On préfère laisser les gens... On préfère laisser les gens à la merci de CNN, de RFI, de France 24, de BBC, etc. Monsieur Rodrigue, l'Occident a des moyens pour nous contrôler. Et aujourd'hui, quand nous parlons ici, eux, ils sont déjà en train de réfléchir sur quelque chose d'autre. Vous avez dit tout à l'heure que si les Occidentaux contredisent ces savants africains, ces intellectuels africains, quelque chose allait se produire. Comment est-ce que nous allons inciter ces Européens à contredire nos intellectuels pour que nous en arrivons là? Non, nous n'avons pas besoin d'inciter l'Occident à contredire nos intellectuels. Vous savez, au colloque du Caire, Cheikh Anta Diop, j'ai suivi une de ses conférences. Cheikh Anta Diop disait que il a parlé avec, et je crois que c'est le professeur Sonoron, je ne me souviens pas très bien, qui ont reconnu tout ce que les résultats du colloque du Caire. Mais ils disent que nous n'allons pas faire le travail des Africains à leur place. Vous comprenez? Ils ne vont pas faire le travail parce que eux, ils vous ont déjà servi le mensonge. C'est ça. Et ils reconnaissent qu'ils vous ont servi le mensonge. C'est à eux maintenant d'éclaircir que non, au fait, nous avons menti. Jamais. Ils ne vont pas le faire. C'est à vous maintenant de comprendre qu'on nous a trompés. Il faudrait qu'on revienne à nous-mêmes. Maintenant, le problème avec l'Africain, lorsque nous commençons pas à parler de ces éminents professeurs, les gens se disent, mais celui-là, qui connaît l'histoire quand? Va voir ce qu'il a donné d'abord. Va écouter ce qu'il est en train de dire d'abord. C'est ça le problème. Et c'est ça même le problème que nous avons avec la religion. On reviendra sur la religion. Alors, Monsieur Nyawa, je voulais donner l'occasion pour
poser des questions à M. Mawena, mais donnez-moi une minute pour rappeler ceci à nos téléspectateurs. Alors, chers téléspectateurs, chers fidèles de Tempo Afrique TV, je voulais tout simplement vous dire que vous pouvez participer à cette émission en composant tout simplement le numéro qui circule sur votre écran et donner vos positions pour si vous voulez avoir des éclaircissements, si vous voulez nous éclaircir sur un point dont nous discutons ici, vous êtes la bienvenue pour participer à cette émission. Alors, M. Nyawa, à vous. Merci, mon cher Atisso. Alors, Monsieur Lawena, vous avez quand même dit certaines choses. Vous voulez réellement préparer d'abord les Africains avant d'aller à Tombouctou, que de donner les stratégies. Parce que ce que j'ai pu comprendre, parce que à vous comprendre, vous voulez réellement revenir sur même l'historique de l'Africain. Mais l'Africain a quand même signé ce qu'on appelle les accords de défense et de coopération. Il y a aussi la charte de l'impérialisme, qui n'est pas quelque chose à négliger. Alors, devant ces deux types de systèmes qui ont été imposés par les colons, qui ne veulent même pas attendre que l'Africain lui-même place son frère qui peut réellement diriger l'Afrique pour que l'Afrique revienne aux Africains. Alors, devant une telle attitude, comment pouvez-vous revenir à la charte pour préparer l'Afrique, sinon les 54 pays, à réellement comprendre et puis retourner aux Africains, parce qu'on avons 54 pays, 54 pays avec combien de cultures, plusieurs cultures. Donc on a du pain sur la planche, M. Awena. Au fait, oui, on a du pain sur le plancher et puis on n'en a pas. C'est parce que avant de poser tout acte ou bien avant de faire quelque chose, un programme, vous avez un projet, un programme, lorsque vous décidez à le faire, vous mettez la décision, vous dites que ça, je dois le faire, vous le faites. C'est ça le problème de l'Africain. On a l'impression qu'on nous a tellement dominés que maintenant, on ne sait plus à quel sens se vouer et on se dit que bon, tout est perdu d'avance. Et bon, comment est-ce que, la question c'est toujours, comment est-ce que la question que moi je pose en retour, est-ce que nous sentions individuellement, qu'il y a un problème? Si nous sentions individuellement qu'il y a un problème, c'est que chacun doit commencer par réfléchir. S'il y a un problème, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous avons fait quelque chose durant tout un temps. Ça n'a pas marché. Ça voudrait dire qu'on doit faire autre chose. Et si nous ne réfléchissons pas à faire autre chose? Par exemple, M. Nyawa me parle des accords de défense. Mais les accords de défense ont été signés par qui? C'était bien avant les indépendances. Oufoué n'était pas président quand il a signé les accords de défense. Oui, mais non, laisse-moi terminer. Oufoué a signé les accords de défense en tant que député français. Oui. Pas en tant que président de la Côte d'Ivoire. Donc, député français qui signe un accord de coopération avec la France. C'est-à-dire que c'est pour vous dire que ce dont vous parlez, c'est-à-dire les accords de coopération, ça n'engage que ceux qui nous dominent. Parce qu'eux, ils nous ont fait signer ces accords pour nous dominer. Nous disons qu'il va falloir que nous nous reconnaissions, qu'on sorte de cette aliénation-là, pour comprendre que nous avons des problèmes et commencer par chercher des solutions. Nos parents ont souffert. Nos parents ont eu des problèmes. Il y a eu l'esclavage. Et il y a eu l'esclavage numéro 2 qui est la colonisation. Puisque la colonisation, c'est que l'Occident est venu chez nous et nous mettre en esclavage. Maintenant, c'est qu'on n'a plus déporté les gens. Mais on a fait travailler des gens sans payer. L'esclavage, on a déporté des gens pour aller travailler ailleurs sans les payer. La colonisation, on est venu chez nous en Afrique, on a fait travailler nos parents sans les payer. Les indépendances, c'est la même chose. On nous fait travailler, on ne sait pas. C'est-à-dire que nous travaillons seulement. On ne sait pas pourquoi on travaille. Et on travaille en échange des papiers. Regardez l'exemple par exemple. Lorsque nous vendons les matières premières et que nous avons dans nos sous-sols aux pays occidentaux, qu'est-ce qu'ils nous font? Ils nous payent, n'est-ce pas? Bien sûr. Ils nous payent avec quoi? Avec de l'argent ou bien... De l'argent, n'est-ce pas? Oui. L'argent, c'est quoi?
C'est le papier qui représente Merci. la valeur La valeur. Oui. C'est quoi la valeur? Vous comprenez que nous donnons les matières premières, qui est quelque chose de concret. Et les gens là nous donnent des papiers. Et c'est parce que nous avons... Avec ce papier, nous pouvons aller prendre quelque chose aussi. Ce que je suis en train de dire, il faut réfléchir, c'est profond. Parce que c'est profond. Parce que toi, tu prends toutes tes matières premières, café, cacao, c'est des choses brutes que tu as et tu donnes. Et qui donne le prix. Et c'est eux qui donnent le prix. Non seulement ils donnent le prix, ils te donnent les papiers, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'ils font après? On place des gens qui travaillent encore pour eux, qui vont encore revoler ces papiers-là, puisqu'ils savent que ces papiers-là, vous allez les utiliser pour acheter chez eux. Bien sûr. Donc, il va falloir qu'il y ait des gens qui leur ramènent ces papiers-là. Et c'est les dirigeants. Ils reprennent ces papiers, ils vont déposer ça dans les banques en Suisse. Non, mais qu'est-ce qu'il faut À la fin des comptes, beaucoup de problèmes. nous devons savoir le problème d'abord. Avant de dire qu'est-ce qu'il faut faire, si tu ne connais pas le problème, comment tu vas faire quelque chose? Mais aider les gens à connaître ce problème, M. Mavena. Mais justement, c'est ce que nous sommes en train de dire. C'est ce que je suis. Est-ce que tu connaissais ce que j'ai dit? Est-ce que tu savais ça? Tu savais que, bon, ok, tu avais l'idée que, bon, en fait, je donne mes matières premières, on me donne du papier. Est-ce que tu avais cette idée-là? Mais c'est la réalité. C'est ce que nous sommes en train de dire. Et il va falloir que les gens comprennent la chose comme ça. Que la réalité, c'est que nous sommes fouchus. Les Africains, on est là seulement, on regarde, on pense que nous regardons le monde avec les yeux africains. Non. Ce monde-là, c'est, comment l'appelle-t-on, un monde de bataille, de survie. Lorsque, comment l'appelle-t-on, il y a des gens qui parlaient qui affrontaient l'idée de Obama et qui disaient que l'Afrique a besoin des institutions fortes. Et d'autres disent que non, l'Afrique a besoin des hommes forts. Quand Obama disait l'Afrique a besoin des institutions fortes, quelle institution? De quelle institution il parle? Nous devons comprendre. Leurs institutions qu'ils nous ont données. Bien sûr. Ce qui ne marche pas chez nous. Nous n'avons pas nos propres institutions. Si nous avons nos propres institutions et ils nous disaient ça, je dirais d'accord. Mais nous n'avons pas nos propres institutions. Nos agrégés n'ont jamais écrit une constitution. C'est des constitutions importées qui nous ont amenés. Donc, nous devons comprendre qu'on doit avoir nos propres institutions basées sur le projet civilisationnel africain. Pour que ces institutions soient fortes, pour qu'on puisse faire sortir les gens de cette aliénation-là. Et d'autres disent qu'il faut des hommes forts. Ces hommes forts-là, s'ils n'ont pas la conscience raciale, s'ils ne retrouvent pas cette conscience raciale-là, ils peuvent être forts n'importe comment. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont faire un travail et ils vont se limiter en chemin. C'est pour cela qu'il est important qu'il faudrait que nous revenions à nous-mêmes. Il faudrait que, en tant que Serge Gnawa, je sache que je suis africain et que mon projet civilisationnel est différent de ce que le blanc m'amène. Et que je dois faire un effort pour dire à mon enfant aujourd'hui que tu comprends, ce qu'on est en train de te donner là-bas, c'est différent de ce que tu es. Et que les enfants commencent par comprendre que eux aussi, pourquoi les blancs vantent tellement les mérites de leurs ancêtres? Lorsque l'Africain commence par dire que les pharaons ont fait, les gens disent que non, que ça c'est vieux, ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont pu? Non. Mais les gens ne se posent pas la question, pourquoi l'Égypte est tombée? Et c'est parce qu'on n'a pas appris la leçon de pourquoi l'Égypte est tombée. C'est pourquoi nos empires, nos grands empires sont aussi tombés. Les grands empires ne sont pas tombés par le miracle du Saint-Esprit, hein, non. Non. Ils sont tombés parce qu'il y a eu des guerres. Et comment l'Égypte est tombée? C'est parce que simplement l'Africain est le seul peuple qui n'a pas peur de l'étranger. Vous voyez ici, quand vous venez en tant qu'étranger, vous voyez comment on vous screen, tout ça là. L'Africain n'a pas peur de l'étranger. Chez moi, quand quelqu'un vient chez moi, je le connais, je ne le connais pas, je dis, je l'appelle comment? Amedjou. Bien sûr. Que je le connaisse ou non, c'est l'erreur de l'Africain. Et c'est ça que les Occidentaux ne font pas. Ils ont peur de l'étranger. Nous, on les reçoit chez nous, on les prend pour des frères, ils viennent, ils regardent à côté, ils regardent dans le coin, ils savent tout. Et quand ils viennent pour nous attaquer, c'est facile. C'est l'erreur que les empires aussi ont commise et nous sommes tombés. Donc, maintenant, il va falloir qu'on commence par enseigner à nos enfants ce qu'a été nos grands-parents, leurs valeurs. Si on ne fait pas ça, c'est grave. Je parlais la fois dernière de l'Internet. À chaque fois que les Africains font quelque chose, on n'en parle pas. Le père de l'Internet, c'est qui? C'est un Africain.
Dans mes recherches, ça a été un Américain du nom de Monsieur K, quelque chose comme Non, ça. c'est pas vrai. Il faut chercher, comment l'appelle-t-on, Philippe Emigoli. C'est un Nigérien. Philippe Emigoli, c'est lui le père de l'Internet. Il faut chercher même tout de suite, tu vas voir. Philippe Emigoli, c'est le père de l'Internet, mais on n'en parle pas. Alors, merci Monsieur Mawena. Chers téléspectateurs de Tempo Afrique TV, vous êtes toujours invités à participer à ce débat. Donc, composez le numéro qui est sur vos écrans. Alors, Monsieur Mawena, je le disais tout à l'heure, dans mon introduction, j'ai parlé de 54 pays, 54 constitutions, 54 drapeaux. Alors, aujourd'hui, on voit que les deux grandes religions qui dominent en Afrique, le christianisme et l'islam, sont importés. Et certains pays, dans leur constitution, il y a des républiques islamiques avec le charia et des républiques islamiques avec modérés et des républiques, des constitutions chrétiennes. Alors, nous voulons retourner à nos sources. Est-ce que nous allons retourner à nos sources et garder toutes ces choses-là, ou bien nous allons couper simplement avec eux? Et si nous allons couper avec les religions étrangères, comment nous allons faire, M. Mawena? Et j'ai toujours dit que c'est l'Africain seulement qui est tout sans lui-même. C'est l'Africain seulement qui a pour les autres. C'est-à-dire, expliquer ça aux Oui, c'est l'Africain seulement qui téléspectateurs. est. C'est l'Africain dans tous les peuples du monde. C'est en Afrique seulement qu'on peut trouver en majorité, en grande majorité, des chrétiens, des musulmans, des bouddhistes, comment l'appelle-t-on? Toutes sortes des de judaïstes, religions de ce monde. des hindouistes, toutes les religions possibles. C'est pourquoi je cite souvent Mbombo Basson qui dit les Africains doivent avoir leur boîte noire. On n'est pas contre les autres religions, mais il faut avoir pour soi avant de prendre pour l'autre. C'est ça le mal africain. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Si ces religions sont importées aujourd'hui, est-ce que vous allez mettre en place quelque chose, bien vous allez donner des conseils, ce qu'il faut faire? Parce que les gens ont déjà ces religions. Vous savez, ce que nous appelons l'autophobie, c'est ça, toujours. Le fait de se haïr, haïr tout ce que tu es. Nous allons jusqu'à nous haïr notre propre peau. Nous allons jusqu'à haïr nos cheveux. Donc, à quoi bon la religion? C'est-à-dire si on arrive à haïr notre être, qu'est-ce que notre religion nous dit? On va haïr notre religion facilement. Et c'est ça le problème. La religion que nos parents ont appliquée, c'était une réponse que nos parents avaient donnée à une période donnée de leur histoire. Maintenant, qu'est-ce que nous, aujourd'hui, Africains d'aujourd'hui, quelle est la réponse que nous donnons? Quelle est votre proposition, concrètement? Mais moi face à ces religions-là, face à ces religions, la question que vous devez vous poser, parce que la religion aujourd'hui occupe une place importante dans la vie des gens. Je tiens, la religion, le problème du religion me tient à cœur sur ce retour à Tombouctou. Oui, parce que aujourd'hui, on voit que les musulmans et les chrétiens négocient. Même le pape peut aller négocier avec Dalai Lama, avec les autres religions, mais il n'y a pas de négociation. J'avais jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas encore vu le pape négocier avec un adepte vaudou ou bien de notre culture en Afrique. Ce que je voudrais dire à partir de là, c'est que ça c'est mon point de vue personnel. Moi je trouve que c'est là où vous verrez la différence entre la vérité et le mensonge. Et aussi, je voulais aussi rappeler que les Occidentaux étaient venus chez nous comme des religieux et nous ont vendu les bonnes paroles de leur religion pour nous affaiblir. Donc, c'est très crucial dans le retour à Tombouctou. Si nous ne pouvons pas faire quelque chose au niveau de religion, nous ne pouvons jamais arriver à Tombouctou.
Donc ça, nous devons le mettre en tête, M. Mawena. Est-ce que j'ai exagéré ou bien? C'est ce que je suis en train de dire. Je dis, bon, si moi je veux donner mon point de vue personnel par rapport à cette situation, je dirais que c'est l'exemple de la vérité et du mensonge. Vous pensez qu'aujourd'hui, quand vous voyez le pape et les leaders musulmans aller entre eux là, vous pensez qu'ils s'entendent? Tous les jours, qu'est-ce que vous voyez? La fois dernière, ce n'est pas un chrétien qui a mis sa caméra sur le front et allait tuer les musulmans, quelque part. Et il n'y a pas plus tard qu'au Pâques, le jour de Pâques, ce n'est pas les musulmans qui sont allés s'exploser dans les... C'est une guerre, c'est-à-dire c'est des peuples violents par essence, qui sont amenés leur religion. Là, vous parlez d'un comportement, mais ici, je la parle religion qui est beaucoup importante. Justement, c'est un comportement. Qu'est-ce qui implique ce comportement-là? Qu'est-ce qui dirige ce comportement-là? C'est ça qu'il faut me dire. Ce ne sont pas les vrais musulmans, ce ne sont pas les vrais chrétiens. Voilà l'Africain. C'est ça l'Africain typique. C'est l'Africain seulement qui dit qu'il est vrai de l'autre. Et tu es vous-même. On n'est jamais le vrai de nous-mêmes. On est seulement le vrai des autres. L'Africain va jusqu'à dire que c'est eux les vrais Arabes. Comment est-ce que c'est possible? Est-ce que l'Africain, t'as dit le Bantou est un Arabe? Est-ce que le Lévé est un Arabe? L'Africain va dire que c'est lui le meilleur, le vrai Arabe. Mais il n'est jamais le vrai de lui-même. Jamais, jamais, jamais. Mais il est le vrai toujours de l'autre. Les Africains te diront, non, c'est nous les vrais chrétiens. La question que j'ai posée, chez les musulmans, ils ont une règle pour atteindre le Dieu suprême, n'est-ce pas? Oui. Chez les chrétiens, il y a une règle pour atteindre le Dieu suprême, n'est-ce pas? Je pose la question aux auditeurs et à tous les chrétiens et à tous les musulmans. Si il est vrai qu'il y a un Dieu suprême et que, supposons que ce sont les musulmans qui disent la vérité. Donc ça voudrait dire que les chrétiens, clairement, ne suivent pas la voie que les musulmans sont en train de suivre. Sinon, eux tous seront ensemble, en train de prier. N'est-ce pas? C'est parce qu'ils ont... Non, laissez-moi terminer. La religion c'est parce que... musulmane et chrétienne, c'est deux choses différentes, M. Mawena. C'est deux choses différentes. Donc ça voudrait dire que vous allez vers où? Les deux choses différentes vont où? Mais chacun choisit là, M. Mawena. Donc vous voulez dire que la religion, donc on est dedans seulement, on choisit, on n'a pas d'objectif? C'est ça que vous voulez me dire? Puisque les religions ont leur objectif. Si l'objectif c'est d'atteindre le Dieu suprême et que X te dit que pour atteindre le Dieu suprême, c'est le chemin là. Ça, le chemin. Et que si tu ne suis pas ce chemin là, tu ne peux jamais atteindre le Dieu suprême. Y te dit que non, c'est le chemin là. Si tu ne suis pas ce chemin là, tu ne vas jamais atteindre le Dieu suprême. Laissez-moi terminer. Un d'entre eux qui a raison et un qui n'a pas raison. Donc clairement entre les deux, il y a un sûrement qui a raison et l'autre n'a pas raison. Donc, la question que je voudrais poser, si tant est que ce Dieu dont on parle est un Dieu de miséricorde qui a créé tous les hommes, pourquoi, si c'était les musulmans qui ont raison, donc tous ces chrétiens-là vont périr? C'est ça que vous me dites? Donc ça voudrait dire aussi, si c'est les chrétiens qui ont raison, tous ces musulmans vont périr? Posons-nous la question clairement. Nos ancêtres ont dit que Dieu n'a jamais parlé à personne. Dieu n'a jamais parlé à personne. La seule chose que Dieu a fait, nous voyons, Dieu a créé le soleil. Nous voyons le soleil. Dieu a créé l'eau. Dieu a créé la terre. Dieu a créé les arbres, Dieu a créé les éléments de la nature, Dieu a créé l'homme et nous les voyons. Donc, nous disons que ce que moi je dis, je ne dis pas nous parce que je parle de moi-même. Moi je dis que mes ancêtres, ce qu'ils ont dit, c'est ça qui est vrai. Mes ancêtres ont dit que Dieu ne les a jamais parlé. Et historiquement, archéologiquement, religieusement, nos ancêtres ont eu raison sur toute la ligne. Et Moïse. Ils ont été les premiers. Les Noirs ont vécu plus de 150 000 ans sur cette planète Terre, sans aucune autre race. Ce n'est pas nous qui le disons. Hein. C'est les locodèmes. Laisse-moi finir, ma logique. Pour moi, vous allez faire quoi? Est-ce que vous allez rejeter les religions ou bien on va à la suite comme on le dit? Je ne vais pas rejeter les religions. Moi, ce que je suis en train de dire à l'Africain, quel est votre choix? C'est qu'il faut que l'Africain soit lui-même d'abord. C'est parce que l'Africain n'est jamais lui-même que l'Africain a toujours des problèmes. C'est clair. L'Africain n'est jamais lui-même. L'Africain pense que ce que l'autre l'a donné, c'est ça qui est vrai. Donc, et l'Africain est dans ce que l'autre l'a donné et il ne trouve jamais de solution. Donc, vous pensez que l'Africain peut mettre de côté ce qui est venu de l'extérieur et être lui-même d'abord. Si après, on appelle ça priorité, si je fais pour moi, et c'est que je suis assis dedans, et je vois que bon, la priorité est là, bon, si je pense que cette priorité-là... Nous avons 54 pays pour le retour à Tombouctou. Avec tout ce que vous êtes en train de dire, les auditeurs vous regardent, ils veulent réellement retourner à Tombouctou, mais
ils sont un peu inquiets. L'organisation que vous devez mettre en place... Non, ce n'est pas une question d'organisation. Look, quand je suis en train de parler de quelque chose tout de suite, si j'ai dit quelque chose, ou bien, comme il est en train de nous dire quelque chose, par exemple, si ce qu'il est en train de dire, je sens qu'il y a une part de vérité dedans, qu'est-ce que je fais? Je vais chercher pour voir qu'est-ce que celui-là est en train de me dire. Le problème de l'Africain, c'est que l'Africain veut qu'on lui fasse tout. L'Africain croise les bras, on n'a qu'à me montrer le chemin pour que je m'adresse. Non! Merci, le monde ne peut pas marcher, ne évolue pas comme ça. Nous devons travailler. Et le travail, c'est que vous n'allez pas laisser. Cheikh Anta Diop était allé au Niger avant qu'il ne meure. Je crois qu'en 1985, il a parlé aux étudiants. Quand il a fini de parler aux étudiants, il a demandé aux gens de poser la question. Il y a quelqu'un qui lui a posé la question de savoir que tout ce qu'il est en train de dire là, que c'est vrai, hein, mais est-ce que le blanc va accepter? Mais est-ce que toi, à qui la personne parle, tu es conscient que ce qu'il est en train de dire est vrai? Si c'est vrai, accepte que c'est vrai. Dis que c'est une vérité pour toi. L'Africain voudrait que l'Occidental accepte d'abord. L'Africain voudrait que l'Arabe accepte d'abord. Pour que moi aussi j'accepte. L'Africain voulait qu'on aille demander la permission à l'autre. Si l'autre dit oui, si l'autre dit non, même si c'est blanc, je vois que c'est blanc. Si l'Occidental dit non, que c'est noir. Bon, alors mes chers amis, c'est là le problème. Monsieur Niawa, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. J'ai eu une question bonus à poser. Et paraît-il que la France a décrété le 10 mai journée mondiale de recueillement pour l'esclavage. Et c'était jeudi, j'écoutais Claudicia sur RFI et il avait de l'émotion. Il pleurait que ses parents étaient des Africains. Il pleurait même quand il faisait l'émission. Que l'Afrique, la mère même des Africains, n'ont même pas pensé à prendre une journée pour le recueillement des esclavages. Alors, est-ce que vous êtes pour un jour de recueillement, décréter un jour pour l'esclavage? Ça c'est d'abord. Est-ce que vous êtes pour ça? Moi, je dis que c'est une abomination. C'est une abomination. Donc, on oublie. C'est-à-dire que vous pensez qu'on déclare un jour l'esclavage dans le cœur de l'Africain et des déportés africains, c'est tous les jours. Ce n'est pas un jour de décret que Claudicia va aller se mettre quelque part en train de pleurer qui va changer quelque chose. Nous sommes en esclavage. Que l'Africain se mette en tête que nous sommes toujours en esclavage et chercher à travailler et sortir de cet esclavage-là. Et non d'aller chercher un jour quelque part et de commencer par se plaindre qu'il y a des présidents en Afrique ou bien les Africains ne se plaignent pas. Mais les Africains qui ne se plaignent pas, là, qui les contrôlent? Déjà même, ce que vos grands-parents ont fait, vous avez tout laissé. Et maintenant, vous voulez suivre seulement. Si le blanc n'avait pas décrété le 10 mai, est-ce qu'ils seront là-bas en train de parler? Alors, monsieur Niawa, à vous la question. Merci, Atisso. Alors, monsieur Rodrigue, non, je parle de 10 mai. Est-ce que tu es d'accord que le continent africain choisit un jour pour décréter le recueillement des esclavages? Mais, mon cher Atisso, ça c'est encore une perte de temps, ça c'est encore une moquerie. Monsieur Mawina l'a dit. Est-ce qu'on parle de l'esclavage, mais ça continue toujours. Cette Claudicia, ou bien comment elle s'appelle? Elle est sur RFI. Mais nous sommes sur Tempo Afrique TV. Personne ne pourra revenir pour parler de l'esclavage décrété au moins, comment on appelle ça, un seul jour. Monsieur Atisso, nous voulons aller à Tombouctou. Ceux qui sont en train d'amuser la galerie, nous ne serons pas avec eux. Je pense que Claudicia aussi a des idées pour retourner à Tombouctou. Oui, mais elle n'est pas sérieuse. Bien sûr, moi je Niawa, dis, si elle m'attend. Tu ne suis pas ces émissions, donc ne le juge moi, pas. C'est un descendant d'un Afro-Américain. Donc il lutte à sa manière aussi. Si je ne suis pas ces émissions, il ne faut pas le critiquer. Ce que vous m'avez dit, vous dites que ce n'est pas normal. Il faut critiquer ce qu'il a dit. Non, voilà. Je ne peux même pas d'accord avec elle. M. Mawina d'abord a quand même démontré qu'il n'est pas d'accord. Et ça, il faut le comprendre. On ne peut pas décréter cela parce que nous continuons toujours à vivre l'oppression. Donc, c'est pas maintenant. Si on décrète ça, ça veut dire que l'Africain n'est plus esclave. Donc, on nous ramène à nos sources, bien on nous donne tout ce qu'on nous a appris. Non, M. Mawina. Oui, c'est-à-dire, bon, quand on décrète la journée
mondiale de l'esclavage, n'est-ce pas? Une journée mondiale pour le recueillement. Pour le recueillement. Yeah. Pour le recueillement. Ce qui m'étonne au niveau de Claudicia, c'est que lui, il est un exemple de la chose même. Expliquez-vous. C'est-à-dire que c'est un descendant direct d'esclaves. Bien sûr. Nous autres, nous sommes des Africains. Nous ne sommes pas descendants directs, mais nous subissons l'esclavage aussi. Parce qu'à la fin des comptes, ce sont nos frères, nos parents, nos grands-parents qui ont été déportés. Et donc c'est nos cousins. Et un mensonge a été mis là-dessus, c'est qu'on a dit à ces déportés que ce sont leurs frères africains qui les ont vendus. Alors que c'est faux. Alors que c'est faux. Retournez à l'histoire. Si c'était un simple commerce, pourquoi les razzias? Posez-vous la question. Si je viens faire le commerce, je viens avec l'arme. Ce n'est pas du tout. Bon, pourquoi les razzias? Je demande aux historiens africains qui continuent par appuyer cet argument que les Africains ont vendu les Africains. Si tant est que les Africains ont vendu les Africains, pourquoi les razzias alors? Les razzias négrières, pourquoi? Pourquoi les razzias? Alors, nous avons seulement quelques 2 minutes. Et si M. Nyawa a quelque chose à dire aux auditeurs comme mot de fin. Merci donc à Tissot. Je pense que nous devons continuer toujours pour retrouver nos ressources. Parce que c'est pour cela que nous sommes là. Et avec cette histoire de Claudicia ou bien c'est pas moi. Je pense qu'à Tissot, je suis à Tempo Afrique. Et je suis fier d'être Tempo Afrique. Je ne peux pas suivre RFI. Parce que RFI ne m'apprend rien. C'est le même RFI qui était en Côte d'Ivoire ou bien en Afrique hier qui nous ont emporté tout ce que vous vivez aujourd'hui. Je suis à Tempo Afrique et je suis fier. Et je pense que les Africains qui nous regardent aujourd'hui devaient être fiers d'avoir une telle télévision et essayer de regarder chaque fois cette télévision parce qu'on leur donne des informations. Nous voulons retourner à Tombouctou. Mais avec qui? Avec ces Africains. Avec leur idéologie. Donc, la présence aujourd'hui de Mawena nous permet de résoudre ce problème. Parce que celui qui a développé ce concept, nous n'allons pas aujourd'hui en France ou bien vers la communauté internationale pour retourner à Tombouctou. Il n'y a pas de négociation. Alors je voulais tout simplement dire merci à Mawena pour sa largeur d'esprit à quand même préparer les Africains réellement à retourner à Tombouctou. Parce que si on ne les prépare pas, on ne peut pas tout de suite avoir les stratégies, les solutions. C'est ce que j'ai compris de ce qu'il a dit. Donc, encore une fois de plus, merci. Et je voulais quand même remercier aussi pour l'initiative de cette émission qui va réellement mettre les Africains au parfait de leur culture. De leur histoire, de leur culture et de comment retourner à Tombouctou. Et comment retourner à Tombouctou. Merci, M. Nyawa. Alors, M. Mawena, votre mot de fin? Oui, moi je voudrais dire que bon, ce n'est pas... Et nos grands frères, nos grands historiens sont en train de travailler depuis sur cette histoire-là. Et d'abord, je vais encourager les Africains à chercher, à lire, à écouter nos grands historiens. Je vais commencer par... nous avons toujours les vidéos, les livres de Cheikh Anta Diop, qui est le maître suprême. Nous avons Théophile Obenga, qui a 83 ans, et en février passé, c'est des grands historiens africains. Nous avons Lasconi, nous avons Motunde Jean-Philippe, nous avons le grand Kovi Gomez, qui donne des conférences tous les jours. J'exhorte les Africains à aller écouter au moins. Même si vous ne voulez pas lire leurs livres, écoutez ce qu'ils sont en train de dire. C'est des gens comme ça qui peuvent nous faire sortir de ce problème-là. Et lorsque on parlait en 1789 des droits de l'homme, on disait que les droits de l'homme ne concernaient pas les nègres. Et ça, c'est grave. Oui. En quelle année? Oui. En quelle année? En 1789, je crois bien. 1700. Lorsqu'on parlait des droits de l'homme, ils ont dit que les droits de l'homme ne concernaient pas le nègre. Et quand on a posé la question à Voltaire, pourquoi les droits de l'homme ne concernaient pas les nègres, Voltaire que tout le monde cite, tant, on cite c'est-à-dire on donne ces citations. Et Voltaire de dire, les nègres n'ont pas une conscience humaine d'eux-mêmes. C'est une insulte. C'est pourquoi les droits de l'homme ne les concernent pas. Voltaire, que les gens aiment citer tant. C'est pourquoi je dis que on nous a tellement aliénés que ceux qui nous font mal, c'est eux qu'on cite. Des gens me citent tous les jours Gandhi, Mahatma Gandhi.
Lui, c'est un négrophobe. Le Alors, Mahatma Gandhi, monsieur un Maouena, véritable négrophobe. le temps qui C'est nous pour nous est dire reparti, que est fini. les Africains doivent chercher. Parce que si on ne cherche pas, nous serons dans cette ignorance-là et nous allons toujours prendre nos ennemis pour nos amis et nos amis qui sont nos propres frères, nos ennemis. Merci. Atisso, je voulais remercier tous ceux qui sont sur le Facebook Oui, rapidement. oui. Nous avons notre amie Charlotte Africana. Et puis nous avons aussi Diapo Diaspora, Gazerze Ukab, ça c'est quelqu'un d'autre. Nous avons aussi notre ami Brian Abdou, Marcel Kodier. Nous continuons toujours avec notre ami Fel Kwasi, Léopold Patogan et puis aussi Hugues Osiri. Hugues Osiri. Hugues Osiri. Il Donc, était de la maison. Voilà. Merci encore une fois de plus à nos Alors, amis de Facebook. Chers téléspectateurs, nous voici ainsi arrivés à la fin de cette émission. Merci pour votre... Voilà encore Zaki Somaliland qui dit merci à tout le monde parce qu'il est en train de regarder cette émission à Kisto. Merci à monsieur Zaki et merci à tous ceux qui nous ont suivis tant sur Facebook que sur Tempo Afrique TV. Merci à la partie technique de cette émission. Nous sommes donc ainsi arrivés à la fin. Merci pour votre fidélité. Mais surtout, n'oubliez pas que dans 2 semaines, un autre rendez-vous sera là. Et mais jusque-là, chers téléspectateurs, chers Tempo africains et Tempo africaines, portez-vous bien, gardez l'esprit libre et positif. Au revoir et dans 2 semaines. Chers téléspectateurs, votre émission Grand Débat passe sur Tempo Africa. Restez toujours connectés car nous vous apportons les réalités de l'Afrique. Votre animateur principal est Serge Nyawa qui est toujours là pour être connecté avec vous. Vous voulez des informations sportives, vous voulez des informations économiques, vous voulez des informations en politique, en santé, en culture, en sport, ne cherchez pas loin. C'est ici, sur Tempo Afrique TV, la chaîne de l'éveil de la conscience africaine, de la diaspora africaine à travers le monde entier. Pour toutes vos informations en politique, en économie, en sport, en santé, retrouvez Yves Kenao sur Tempo Afrique TV, la station de l'éveil du continent africain.